Bonjour. Dans les derniers cours, nous avons vu comment le gouvernement royal avait aidé la colonie sur le plan militaire en envoyant des soldats dans la colonie, et également sur le plan démographique en faisant venir les filles du roi et en mettant en place une série de mesures pour favoriser le peuplement. Aujourd'hui, nous allons voir comment ce même gouvernement royal va favoriser le développement économique de la colonie. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que les débuts du gouvernement royal sont indissociables d'un homme, Jean Talon. Jean Talon, c'est celui-là même qui avait un plan pour augmenter la population de la Nouvelle-France avec ses diverses politiques de natalité. Il avait également un plan économique qui touchait les différentes sphères d'activité qu'on pouvait trouver en Nouvelle-France. Tout d'abord, le commerce des fourrures. Son but était de faire annuler le monopole du commerce des fourrures afin de stimuler l'esprit d'entreprise des colons français. Cette abolition du monopole-là va se concrétiser en 1669. Ensuite, un autre de ses buts est de faire en sorte que la Nouvelle-France devienne autosuffisante, c'est-à-dire qu'elle cesse d'importer autant de matériel de la métropole française pour les produire elle-même. Ces produits-là sont par exemple des étoffes, des chaussures, des tonneaux et tout autre objet de la vie quotidienne que les colons pouvaient fabriquer eux-mêmes. Et finalement, troisième volet était de diversifier l'économie en exploitant les différentes ressources naturelles en Nouvelle-France, comme le bois, le poisson, l'agriculture ou encore l'exploitation minière. Concrètement, Jean Talon va fonder différentes entreprises. Une des premières entreprises que Jean Talon va fonder, c'est une brasserie. En effet, les colons français sont d'énormes consommateurs de vin ou d'eau de vie. Comme le raisin ne pousse pas très bien en Nouvelle-France, ou encore on ne produit pas vraiment d'eau de vie ici, bien les Français en importent d'importantes quantités. Une chose qu'on est capable toutefois de produire ici, c'est de la bière. Et c'est la raison pour laquelle Jean Talon, en 1668, ouvre une brasserie pour rendre la colonie autosuffisante en alcool. Dès 1666, comme on l'a déjà dit, Jean Talon va encourager la pêche à la morue, la chasse aux phoques, ainsi que la culture du chanvre. Le chanvre servait entre autres à fabriquer des cordages et des voiles pour les bateaux. En 1671, Jean Talon ouvre une première tannerie à la pointe de Lévis, une tannerie qui sert à fabriquer du cuir, des produits de l'élevage ou encore de la chasse aux phoques. Et en 1666, il ouvre un chantier naval, donc de construction de bateaux. Ainsi, la Nouvelle-France, entre 1666 et 1672, réussira à construire 4 navires, dont un relativement important. Le but derrière ça est de stimuler une activité commerciale, non seulement avec la France, mais également les autres colonies françaises. À partir de 1667, Jean Talon va tenter de mettre en place ce qu'on appelle le commerce triangulaire, à savoir entre la France, la Nouvelle-France et les Antilles françaises. Le but de tout ça est bien sûr de stimuler le commerce et d'agrandir le marché pour les produits en provenance de la Nouvelle-France. Toutefois, toutes ces mesures-là de Jean Talon vont devoir faire face à des obstacles majeurs. Le premier obstacle est essentiellement politique. Jean Talon veut diversifier l'économie de la colonie, il veut stimuler le commerce, mais en France, Colbert et Louis XIV tiennent avant tout à enrichir la France. En effet, à cette époque-là, on n'oublie pas que c'est la politique mercantiliste qui est en vigueur. Le but, enrichir la métropole. La colonie doit servir à l'enrichissement de la métropole et la colonie ne doit pas s'enrichir sur le dos de la métropole. Par conséquent, il est interdit à la Nouvelle-France de vendre des produits qui sont disponibles en France. C'est la raison pour laquelle à peu près le seul produit d'exportation en Nouvelle-France qui va se rendre en France, c'est la fourrure. L'autre obstacle est essentiellement géographique. En effet, la Nouvelle-France est assez éloignée et également inaccessible 6 mois par année parce que le fleuve est gelé. Donc, c'est un obstacle majeur au commerce parce qu'on peut seulement le faire la moitié de l'année. Un autre obstacle majeur, c'est un obstacle économique. En effet, comme on l'a vu au dernier cours, la colonie manque gravement de main-d'œuvre spécialisée.
Et comme elle manque de main-d'œuvre spécialisée, ça va entraîner rapidement la fermeture des entreprises mises en place par Jean Talon. Le chantier naval va fermer en 1672 et la brasserie en 1675. Et Jean Talon, ben, il va terminer son mandat en 1672. Et c'était lui qui insistait pour ramener en Nouvelle-France des subventions et des aides de la part du gouvernement, mais son départ va signifier la fin de ces aides-là. Déjà qu'elles étaient très peu euh, importantes, la Nouvelle-France devra se débrouiller pratiquement seule par la suite. Donc, si on dresse un bilan des actions de Jean Talon, ben c'est un échec. Les tentatives de diversification économique sont un échec. Le commerce des fourrures va demeurer la principale et pratiquement la seule activité économique en Nouvelle-France. Parlons justement du commerce des fourrures. Le commerce des fourrures va entreprendre une certaine mutation à partir des années 1650. Comme on l'a déjà vu, les Hurons servaient d'intermédiaires majeurs pour les Français. Mais la destruction de la Huronie en 1650 va complètement modifier ça, et c'est les Français qui vont devoir prendre en main le commerce des fourrures en se rendant directement chez les Amérindiens. Le commerce des fourrures est une activité extrêmement rentable. En fait, même plus rentable que l'agriculture. Et ça va causer un certain problème dans la colonie parce que énormément d'hommes vont quitter leur champ pour aller, ce qu'on appelait à l'époque, prendre le bois, c'est-à-dire faire le commerce des fourrures au lieu de cultiver leurs terres. Donc, les autorités coloniales, conscientes qu'il faut absolument conserver une base agricole pour assurer une certaine autosuffisance à la colonie, bien ces autorités coloniales-là vont réglementer la traite de fourrure à partir des années 1670. En fait, la première mesure, ça va être essayer d'interdire les gens de prendre le bois littéralement, mais c'est un échec, les gens vont le faire quand même. Donc, en 1681, on va commencer à délivrer ce qu'on appelle des congés de traite. Des congés de traite, en fait, c'est des permis. C'est des permis qui autorisent certaines personnes à faire le commerce des fourrures. Les détenteurs de ces permis-là vont, quant à eux, engager des gens qu'on appelle des voyageurs, qui vont, eux, aller chercher la fourrure chez les Amérindiens. En faisant ça, les autorités coloniales pensent à peu près limiter les gens qui vont pratiquer le commerce des fourrures. En fait, on pense que vers la fin du 17e siècle, c'est environ 200 personnes qui vont pratiquer cette activité-là d'aller chercher les fourrures. Mais en réalité, en 1685, on estime qu'il y a jusqu'à 800 personnes qui vont le faire. Donc, ces mesures-là sont un échec relatif. On va désigner ces gens-là qui font ça illégalement comme des coureurs des bois, alors que les voyageurs, eux, sont engagés par ceux qui ont des permis, qu'on appelle les congés de traite. Concrètement, comment ça fonctionne le commerce des fourrures? On le voit assez bien sur le diagramme en haut ici, les différents intermédiaires qui nous amènent les fourrures des Amérindiens jusqu'en France. Donc, des Amérindiens, les fourrures passent aux voyageurs, qui le revend au traiteur, qui a le congé de traite, et qui l'expédie ensuite en France. On peut le voir dans le bas également à quel point la traite des fourrures était un commerce extrêmement rentable. Par exemple, en échange d'un fusil, un voyageur obtenait 6 peaux de castor. Une peau de castor pouvait se vendre entre 10 à 15 livres en France. Une livre, c'était l'unité monétaire, équivaut environ en dollars d'aujourd'hui à 20 dollars. Donc, si on fait un calcul rapide, 6 pots de castor pouvaient rapporter en France jusqu'à 1800 dollars. Alors qu'un fusil, bien sûr, c'est pas donné, ça pouvait coûter en dollars d'aujourd'hui de 100 à 200 dollars, mais ça donne quand même une marge de profit de près de 1500-1600 dollars pour ces 6 pots de castor. Donc, je pense qu'en regardant ces chiffres-là, on comprend très bien non seulement le choix des habitants de faire la traite des fourrures au lieu de cultiver leurs terres, mais également les intérêts des autorités coloniales à développer le commerce des fourrures en Nouvelle-France. C'est ce même développement du commerce des fourrures qui va entraîner une très importante expansion du territoire de la Nouvelle-France à la fin du 17e siècle.
En effet, à partir des années 1660, les autorités coloniales vont voir deux avantages majeurs à développer le territoire de la Nouvelle-France. Première des choses, trouver cette fameuse route vers l'Asie, qu'ils ne trouveront jamais. Et également, bien sûr, trouver davantage de richesses, des fourrures, bien sûr, mais également d'autres richesses. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il y a un facteur qui va vraiment faciliter l'expansion du territoire et c'est le réseau hydrographique, le réseau de lacs et de rivières. En effet, à partir du fleuve Saint-Laurent, on se ramasse dans les Grands Lacs. Puis des Grands Lacs, le Mississippi, puis tous ses affluents sont très facilement accessibles et tout ça nous mène jusqu'au golfe du Mexique. C'est la raison pour laquelle on va assister à une expansion territoriale qui va ressembler à ce qu'on voit sur la carte. Bien sûr, tout ça se fait assez graduellement sur à peu près une vingtaine d'années. Et bien sûr, les gens commencent tout d'abord à explorer le territoire des Grands Lacs, qu'on appelle à l'époque les pays d'en haut. Puis, on va graduellement explorer la vallée du Mississippi. La haute vallée du Mississippi, on va l'appeler le pays des Illinois. Et plus tard, dans les années 1680, on va baptiser le territoire où le Mississippi se jette dans le golfe du Mexique en tant que Louisiane. Le territoire revendiqué par la France devient alors gigantesque, même si en réalité, seule la vallée du Saint-Laurent est réellement occupée. En conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les tentatives de diversification de l'économie sont un véritable échec, ce qui va faire en sorte que le commerce des fourrures demeurera la principale et pratiquement seule activité économique en Nouvelle-France, une activité toutefois très rentable. Et à travers tout ça, le territoire de la Nouvelle-France va prendre une expansion très importante.